Kalali. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en qui présentation de conflit. contribue au développement des États membres. La légitime défense Ça, c'est ce que je trouve très bien. Monsieur Kalali, séparation de la Alors, de la législation. Est-ce que vous avez sur ce même tâche des moyens de protéger et assister la population et de résoudre et ça, c'est les catastrophes naturelles et humaines. Les deux. ne doit pas interférer des Nations avec la Unies. souveraineté des États. Bonjour Madame Benkiran, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec moi aujourd'hui. Plaisir. Laissez-moi tout d'abord me présenter, je m'appelle Renate, j'ai 18 ans et je suis actuellement en 4e du collège Madame de Staël, en option économie et droit. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir parler avec vous de deux sujets principalement. Tout d'abord, mes premières questions concerneront le Conseil de sécurité et nous aborderons ensuite la question de la légalité des casques bleus, notamment dans leurs interventions dans la résolution des conflits internationaux. Mais j'aimerais tout d'abord, si vous le voulez bien, s'il vous plaît, que vous vous présentiez brièvement en 2-3 phrases. Merci Renate, je suis Leïla Benkiran. J'ai servi les Nations Unies pendant 30 ans et j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, mais j'ai travaillé pendant 20 ans au département des affaires juridiques à New York sur le droit international et diverses questions dont les opérations de maintien de la paix, puis les 10 dernières années à Genève où j'ai fait où j'étais directrice de service, j'ai fait du management. Merci beaucoup. Donc on va tout de suite pouvoir attaquer avec la première question qui concerne le Conseil de sécurité. Sur quel sujet concrètement le Conseil de sécurité aujourd'hui a-t-il son mot à dire? Essentiellement sur les questions ayant trait à la paix et la sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui a la responsabilité principale de débattre des sujets afférents à la paix et la sécurité. Au niveau de ces sujets, est-ce qu'ils sont proposés par l'Assemblée générale de l'ONU? Est-ce que les sujets peuvent être proposés par des membres du Conseil de sécurité? Comment ça se passe? Comment se fait le choix des sujets sur lesquels le Conseil de sécurité va débattre? Bonne question. Le Conseil de sécurité peut se saisir lui-même d'un conflit parce que un conflit émerge, comme on le voit tous. Ça peut être aussi à la demande de l'Assemblée générale. Le secrétaire général peut porter à l'attention du Conseil de sécurité un problème. Donc, les voix ne sont pas exclusives, elles sont diverses. Mais en général, le Conseil de sécurité aborde les problèmes afférents au maintien de la paix à différents niveaux. Ils ne sont pas chronologiques, mais je vais vous en parler. Le Conseil de sécurité peut aborder un différend entre 2 États ou plusieurs États, ou bien une question nationale qui donne lieu à un semblant de conflit qu'on voit émerger. Et il peut aborder toutes ces questions par des moyens pacifiques. La médiation, une enquête. Par exemple, vous voyez ce qui se passe pour la Syrie en ce moment. C'est vraiment le chapitre 6, c'est par des voies pacifiques. Diplomatique. Ou diplomatique, ça peut aussi l'être. Le Conseil de sécurité peut envoyer une mission sur place avec un médiateur. Et on peut donc aborder la résolution de certains conflits par des moyens pacifiques, qui sont dictés par le chapitre 6 de la Charte. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'usage de la force ou les moyens coercitifs qui sont prévus au chapitre 7 de la Charte. Et le chapitre 7 de la Charte, essentiellement, donne autorité au Conseil de sécurité lorsque celui-ci détermine qu'une situation est une menace à la paix internationale, d'utiliser des interventions qui peuvent être des sanctions, qui peuvent être autorisées
l'usage de la force par un État membre ou des organisations régionales, comme l'OTAN par exemple. Et là, c'est vraiment l'usage de la force sous le chapitre 7. Hein. Comme on a vu par exemple la France et d'autres États intervenir en Libye en 2011, je pense. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là, dites-moi si je me trompe, que l'ONU a 3 moyens d'intervention? Il y a le chapitre 6 qui concerne tout ce qui est dérèglement pacifique des conflits, le chapitre 7 qui est beaucoup plus, disons, dur, avec l'utilisation de la force et les sanctions économiques ou autres. Et il y a ce chapitre 6,5 qui est justement les opérations de maintien de la paix, qui ne sont pas vraiment inscrites dans la charte de l'ONU, mais qui sont appliquées depuis un certain moment déjà. Oui, et qui se basent sur les dispositions de la charte, hein, parce que même en vertu de la charte, c'est les États membres qui doivent nous fournir les contingents militaires. Enfin, moi, je refuse en tant que juriste de les appeler, de dire que c'est du chapitre 6,5. Mais je vous le concède, parce qu'effectivement, beaucoup de gens s'y réfèrent ainsi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On va passer maintenant au deuxième grand thème que nous allons aborder aujourd'hui, qui concerne le cadre juridique applicable qui régit la présence des casques bleus de l'ONU lors de leur envoi dans un pays, afin de rétablir la sécurité et la paix internationale. Ma première question porte sur le droit international humanitaire. Si ces unités, donc les casques bleus envoyés dans un pays, utilisent la force, est-ce que le droit international humanitaire leur est applicable en fait concrètement? Le droit international humanitaire a toujours été applicable aux casques bleus. Comme il y a consentement dans le cadre des opérations de maintien de la paix, nous signons un accord avec le pays hôte, qui définit le statut de l'opération de maintien de la paix, ses droits, ses obligations, ses privilèges, ses immunités au sein du pays. Et dans ces accords, il y a un article spécifique sur l'application des principes du droit international humanitaire, non seulement par les Nations Unies, mais par l'État hôte aussi. Oh, d'accord. Les principes du droit international humanitaire. Ce qui reste très vague, ce qui est une notion juridique à déterminer, dans le sens où les Alors, principes elle l'a sont... été jusqu'à la publication d'un bulletin du secrétaire général, et qui spécifie que les règles du droit international humanitaire s'appliqueront aux opérations de maintien de la paix, aux soldats de maintien de la paix. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour cette interview. J'aimerais juste que vous me citiez un cas particulier de déploiement des casques bleus qui a été couronné de succès, une intervention des casques bleus qui a été couronnée de succès, et si possible une intervention qui a posé plus de problèmes, ou peut-être même qui a aggravé la situation malheureusement, plus qu'elle ne l'était avant. Alors, j'ai trouvé votre question très intéressante, celle-ci. Effectivement, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été couronnées de succès, mais je pense que le succès n'est pas un phénomène sensationnel pour que les médias en parlent. Mais je pense que les Nations Unies ont conduit des missions de très bonnes missions, telles qu'au Cambodge, en Afrique du Sud, au Timor oriental et d'autres. Il y a eu bien sûr des échecs. Celui auquel je pense, c'est le Rwanda. Et puis l'ex-Yougoslavie aussi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Benkiran, pour toutes les questions auxquelles vous avez répondu aujourd'hui. Ça m'a permis de mieux cerner l'influence du Conseil de sécurité dans la résolution des conflits internationaux et la question de la légalité, notamment des casques bleus, avec ces chapitres 6 et 7, et ce chapitre 6,5 dont on parle beaucoup, mais qui n'existe pas vraiment. Donc je voulais vraiment vous remercier. Merci de votre intérêt.